trois grands axes ici avec la toute nouvelle Mazda CX-6e. Tout d'abord, l'extérieur et l'habitacle époustouflant seront vraiment uniques. Ensuite, celle-ci est, pour ainsi dire, une Mazda CX-5 électrique. Peut-elle convaincre les clients du CX-5 thermique de passer à l'électrique avec celle-ci? Et bien sûr, troisième gros point, c'est en gros un concurrent de poids pour la Tesla Model Y. À partir de 50 000 € tout compris, avec une finition haute de gamme, l'écart restera faible. On va passer en revue tous les détails à connaître de l'extérieur à l'intérieur, vraiment tout. Est-il convaincant? Peut-il convaincre les clients Mazda, mais aussi de nouveaux clients? Avec Thomas sur Autocheval en 4K, plein écran et en intégralité. On y va. La Mazda CX-6e devant. Un design vraiment marquant ici avec l'intégration des phares. Comme ça, ils reprennent ce design d'El Mazda dans la signature lumineuse, très reconnaissable. C'est aussi par là que l'air est canalisé, d'où une couche supérieure nettement plus dramatique. Ici, une couleur marquée, Nightfall violette. Léa va adorer, j'imagine, d'autant qu'il y a un intérieur assorti présenté aujourd'hui. Tu peux bien sûr aussi choisir des teintes plus sobres. La longueur, 4,85 mètres, soit 191 pouces. C'est aussi le frère SUV de la Mazda 6e, la berline, genre une berline électrique vraiment plate. C'est le SUV, jante 19 à 21 pouces, ici 21. On peut les avoir en base ou en série sur la finition haut de gamme. La base s'appelle Takumi, Takumi Plus ici. Et là, vous voyez cette silhouette plutôt coupée pour le SUV, et ici, un autre comme ça. La chose aérodynamique, c'est que vous avez comme une prise d'air ici qui fait un super design à l'extérieur et qui canalise encore l'air à travers. Donc c'est intéressant. C'est une propulsion, toujours 258 chevaux. Il ne cherche pas à en faire encore plus niveau perf, 0 à 100 km/h en 7,9 secondes. Donc ce n'est pas un SUV performance. Sur le plan des perfs, il ne peut pas concurrencer les modèles testés, mais ce n'est pas leur but. Ils veulent plutôt être, vous savez, gagnants sur le rapport prix à performance, efficient et agréable à conduire. Tout ça. Et là, à l'arrière, vous avez deux signatures lumineuses à gauche et à droite, donc pas de bandeau qui traverse avec le lettrage Mazda. Et intéressant, déjà, l'ouverture du coffre façon Porsche Macan. Se fait un moment pour le haillon électrique. Je vous donnerai bientôt tous les détails sur le coffre, mais ça, bien sûr, oui, accès sympa au coffre déjà. Contraste noir sur la partie basse, et vous avez aussi vu le contraste noir ici sur le toit, en haut, et c'est vraiment une couleur osée. Et comme je l'ai dit, vous pouvez aussi choisir du noir classique, du blanc, du rouge, etc. Et je vous donnerai aussi des idées pour les coloris intérieurs très bientôt. Allons maintenant au coffre avant, parce que c'est très excitant. Je tire le poignet 2 fois comme dans les BMW, et pendant ce temps, je pourrais vous en dire un peu plus sur la batterie. Elle fera 78 kWh brut au total. Comme ils ont généralement une marge d'environ 5%, on peut tabler sur environ 74 kWh net. Et ce sera une batterie LFP. Autrement dit, c'est une batterie LFP visiblement un peu plus volumineuse que celle qu'on trouve sur la Mazda 6e berline. Pour l'autonomie réelle, je donne toujours des estimations basses parce que je me dis « Attends, on a roulé seulement en ville, donc là tu peux atteindre les chiffres officiels, mais si tu roulais vraiment sur l'autoroute à 130 km/h ou qu'il fait froid, moi je prendrais plutôt autour de 350 km, 220 miles pour une vitesse réaliste et décente sur l'autoroute. Et là, le frunk est en fait assez spacieux. Et comme sur la Mazda 6e, il y a ce sac supplémentaire à l'intérieur. C'est super pratique. Il a le logo Mada embossé à l'intérieur. Et je dis toujours que si on oublie des sacs de course ou un truc comme ça, en Allemagne, on appelle ça les jute-botelles. Tu sais, ces sacs en toile, en coton, réutilisables qu'on utilise encore et encore. Si tu les oublies, tu peux juste aller dans les magasins et dire « Remplissez mon sac Mazda, les gars ». Tu le remets à l'avant, mais celui-ci est en fait assez spacieux, tu vois. Et en dessous, ici, tu as encore plus d'outils, un petit rangement, et on dirait des trous d'évacuation à gauche et à droite. Tu peux peut-être y mettre de la glace ou du matos pour les sports nautiques. Vraiment une bonne solution. Comme celui-ci est une sorte de modèle unique fabriqué à la main,
le tout premier, ils m'ont dit d'être très délicat avec le capot avant et de le fermer en 2 étapes comme ça. Allez, hop, voilà. Oui, pas évident à fermer ici parce qu'il y a ce genre de recouvrement aérodynamique. Du coup, je trouve que de l'extérieur, il est déjà vraiment superbe. Vous en pensez quoi? Dites-moi dans les commentaires. Je disais que celui-ci, la finition optionnelle, ne sera pas très loin de la base, environ 50 000 € pour l'entrée de gamme, et cette version tournerait plutôt autour de 53 000 à 54 000 €. C'est une excellente proposition pour le marché, vu la taille du véhicule, les équipements proposés et le rapport qualité-prix. À l'intérieur, on trouve les rétroviseurs numériques. Ils sont réservés à la finition haute, ce qui me fait hésiter à choisir cette version. Certes, ils embellissent l'extérieur et améliorent légèrement l'aérodynamique, mais la différence réelle reste limitée. Et donc, à l'intérieur, tu te retrouves avec ces rétros numériques et je n'en suis pas fan. Je te montrerai bientôt pourquoi. Les portes ici, ces poignées s'ouvrent vers toi, sinon intégrées et affleurantes, mais au moins. Elles offrent un retour haptique, donc c'est plutôt pas mal. Une autre différence notable avec la Mazda 6e, la berline, c'est qu'ici, le pare-brise est en verre feuilleté. En fait, la Mazda 6e berline était assez silencieuse sur l'autoroute à grande vitesse, et celle-ci, avec le vitrage feuilleté à l'avant, l'arrière ne l'a pas. Ça devrait peut-être être mieux, après tout c'est un SUV, il oppose moins de prise au vent. Celle-ci a un intérieur bicolore violet et blanc façon ski, c'est vraiment canon. C'est lié à la finition haut de gamme et certains vont adorer. Léa adorerait quand je lui montrerai. Elle est en congé aujourd'hui, donc Jonas filme pour nous, mais la plupart des clients diront trop ou un truc du genre, pas de souci. Tu restes sur la finition de base, tu économises quelques milliers d'euros, puis tu as soit du noir, soit une teinte claire, et c'est aussi très joli dans les portières. Ici, tu as ce blanc expressif, mais déjà très doux à l'intérieur, et la partie haute est un peu adoucie. Ce serait comme l'écran qui diffuse cette caméra-là, et le problème, c'est que c'est une mise au point 2D quand tu es assis, alors qu'un miroir classique a une mise au point à distance. Tu sais, c'est toujours une mise au point courte. C'est dur de les faire passer entre courte et longue focale, le cuir soft touch à l'intérieur de la porte, et ici aussi, pour ton coude, les commandes des vitres, classiques à 4, et ça fait assez sympa. Par contre, ici, c'est le bouton pour ouvrir la porte et la poignée manuelle est en bas. Il faut savoir qu'il est là, et après tu peux vraiment appuyer dedans d'une pression ferme et sûre aisément quand c'est nécessaire. Tu relâches et là tu as cette commande manuelle. Je pense que c'est juste important de le savoir. Ouais, dans la plupart des cas, tu ne l'utiliseras pas, mais c'est juste pour que tu saches où le trouver. Là, elle est bien structurée. Pas très souple, mais au moins il y a une vraie structure là-dedans. Mais oui, en fait, ça fait vraiment un peu meilleur que du plastique dur pur au premier abord, quand même. Ensuite, le volant est plat en bas. Il y a aussi un mix avec de vrais boutons pour la caméra 360 degrés. Clique ici ou là, quelques raccourcis pour tes fonctions favorites. Matière sans origine animale, schéma bicolore plus discret en bas sur la version d'entrée, mais ici aussi très doux au toucher. Et regarde ces sièges. Je veux dire, ils seront identiques en base, juste dans une couleur différente. Finition d'entrée autour de 50 000 € en Europe occidentale. Cuir synthétique perforé haut de gamme, très doux au toucher. Et là-haut aussi, c'est du vrai luxe. Faut que je les mette en ligne dès que possible. Et ouais, ça paraît super moelleux. Mais est-ce que c'est vraiment confortable? On va s'asseoir pour vérifier la position assise. Et oui, c'est vraiment confortable. Avec une position de conduite plutôt droite ici, les sièges de la 6e sont déjà bien moelleux dans la CX-6e. Encore plus droit et un peu plus large que d'habitude, donc c'est une vraie belle expérience de luxe. Franchement, waouh, je suis impressionné. Le volant se règle haut, bas et avant-arrière pour trouver la position idéale et on a de nouvelles colonnes de direction qui font presque Bentley avec un joli molletage métal, tandis que la colonne de droite n'est plus la pièce typique du catalogue Mercedes. Ça y ressemble mais est plus travaillé et raffiné. Ça fait bonne impression. Tu pourrais te dire au début « Attends une minute, où sont les instruments numériques ?»
Il n'y en a effectivement pas, et je suis un peu sceptique là-dessus. C'est aussi ce que je reproche à Tesla. Donc, tu as juste la vitesse en haut. Du coup, je leur dis toujours à Tesla, donnez-nous des instruments numériques ou au moins un affichage tête haute. Ils ont dit, on a ce grand écran, on peut très bien s'en servir pour ça aussi, mais pas d'instrument. Par contre, on a l'affichage tête haute, cette grosse boîte ici, et je vois toujours au moins un P affiché en parking. Ils auront un affichage tête haute complet. On peut l'utiliser. Je gère l'infodivertissement ici, mais en conduisant, je m'en charge. Je regarde le HUD. La vitesse est dans mon champ et au loin. Je le dis pour les miroirs numériques, la vision de loin est vraiment importante en conduite, d'autant plus avec des verres bifocaux, essentiels pour la sécurité au volant. Le miroir est soit normal, soit numérique. On peut le basculer entre la vue caméra et le miroir. Ouais, et je pense que là, c'est le moment de jeter un petit coup d'œil ici, avec cet énorme écran à l'intérieur. Mais honnêtement, faut dire que c'est un intérieur vraiment luxueux pour un prix non luxe. Là, on a un 26 pouces en 5K. En ce moment, il y a un mode démo qui tourne. On voit certaines fonctions. L'unité de clim sera ici, plus chaud et plus froid, et aussi ici pour le chauffage des sièges. Donc ce n'est pas la vieille philosophie des vrais boutons physiques et tout est là sur l'écran et ça s'oriente aussi vers le passager, etc. Je veux dire, c'est presque comme un cinéma en fait. La vitesse sera en haut à gauche ici à la manière Tesla, mais comme je l'ai dit, tu l'auras aussi dans l'affichage tête haute. Ici, sur le haut de la planche de bord, c'est sympa, bien structuré, pas trop mou, mais ça va. Tu as aussi une intégration d'éclairage, d'ambiance et encore une fois ce revêtement haut de gamme sur la planche. Tu auras aussi ces visualisations ici, par exemple pour activer le pare-soleil. Et le truc, c'est que je connais déjà un peu l'infotainment du 6E et en fait, c'est plutôt rapide. Ce qu'ils n'ont pas encore intégré sur le 6E, c'est l'intégration des systèmes d'assistance. Ils étaient un peu, tu sais, pas au top sur ce point, quelque chose comme ça. Comment désactiver certaines choses qui t'ennuient? J'imagine qu'ils pourront peut-être les désactiver via des touches rapides et tout. Ce serait cool pour celui-ci. On a hâte de voir quelle version finale du logiciel ils nous présenteront très bientôt. Mais visuellement, c'est vraiment carrément bluffant. Allez, regardons juste ici. Il y a la boîte à gants avec un petit bouton bien visible. Il descend en douceur, jolie doublure en tissu à l'intérieur et une console métal en bas. Il y a beaucoup d'espace avec la recharge USB-C et un connecteur USB-A. En gros, c'est la séparation. En haut, on a aussi ce design plutôt luxe. À gauche, un tapis de charge inductive avec refroidissement qui prend peu de place. Et ici, même les porte-gobelets sont cachés, si tu veux. Et puis, pour le design, je suppose que ce ne sera pas la qualité finale des matériaux à l'intérieur. Tu peux juste les cacher à nouveau. Là, c'est aussi tout doux pour ton coude. Et tu peux ouvrir celui-ci, il y a énormément de place à l'intérieur. Et tu peux aussi activer le refroidissement là-dedans. Ouais, faut vraiment que je dise, la qualité de fabrication est excellente. Si tu le présentais comme le nouveau SUV Bentley, tu dirais, ouais, c'en est clairement un. Donc, c'est excellent. Tout le monde n'aimera pas la couleur des sièges. Oui, celui-ci est parfait. Il dispose d'enceintes sonores. Vous pouvez, par exemple, avoir une source musicale ou un livre audio pendant que les enfants écoutent autre chose, juste pour vous. Tout le monde n'approuvera pas ce choix de couleur. On a regardé le siège noir, par exemple, ou juste un siège uni clair. C'est aussi totalement OK si vous préférez. L'Isofix est déjà sur le siège avant, et ce design moelleux se remarque aussi au niveau des ischions. Je suis certain que cette config aurait plaire à Léa, elle préfère la plupart des fois le violet. C'est aussi assez spacieux, on se sent vraiment bien installé et confortablement logé grâce au placement soigné des rétroviseurs numériques. Bon emplacement, ouais, mais c'est surtout une question de focus, c'est le corps humain. On ne peut pas vraiment y échapper. L'espace pour la tête ici, à l'avant, avec ma taille de 189 cm, c'est encore correct malgré la présence du toit vitré. Il est de série. Autre point, je ne peux pas l'activer. L'infodivertissement est en mode démo pour l'instant, mais il y a un store électrique. On peut voir l'extrémité du store électrique. Il longe tout le toit vitré et on peut le fermer complètement comme protection contre le soleil si on veut.
le bruit de fermeture de porte. N'oublions pas ça. Waouh! En fait aussi ici, les jeux entre panneaux sont vraiment bien faits. Du coup, c'est dur d'obtenir un bon son de fermeture quand on a des portes sans cadre. Ça sonne vraiment bien. Et ici, la charge AC est de 11 kW et la charge DC peut atteindre 195 kW en pic. Donc ça fait moins de 20 minutes pour charger de 10 à 80%, c'est plutôt correct avec cette batterie LFP. Il manque encore les sièges arrière et le coffre, mais déjà l'extérieur et l'intérieur sont superbes, bien dessinés et cohérents. Ce ne sera pas un SUV à très grande autonomie comme une BMW iX3 ou une Mercedes GLC EQ, mais il coûte 30 à 40 000 € de moins, ce qui le rend très compétitif. Allons voir l'arrière. Je peux ouvrir la porte pour Jonas. Tu peux jeter un coup d'œil en exclu avant que j'entre. La finition continue avec ce jeu de couleurs, c'est très spacieux, les matériaux sont agréables et les portières ont un soft touch. Pour la hauteur, avec 1,89,62 m, c'est serré, mais ça s'élargit nettement sous le toit vitré, offrant plus de confort pour les passagers. C'est vraiment une ambiance luxueuse. La partie centrale ici, tiens, ce petit rabat en bas, des porte-gobelets adaptatifs Lipstone pour les boissons et tout, et même un plancher. Ensuite, tu as une unité de climatisation et tu as même la ventilation et le chauffage des sièges pour les places arrière dans la Takumi Plus. Ah, et je peux aussi avancer le siège passager à distance depuis l'arrière, c'est cool ça. Ceci ne fonctionne pas encore pour l'instant parce que la voiture est en mode showroom, mais voilà la différence. Donc à partir de la version de base, tu aurais siège avant chauffant et ventilé, et dans la Takumi Plus, la finition optionnelle, tu as aussi les sièges arrière chauffants et ventilés. Où est-ce qu'on trouve ça à ce prix? Ça commence à faire peur. Regarde ça, Mazda embossé ici, aussi à l'arrière du siège, donc même comparé à la Mazda 6e, la berline, c'est encore un cran au-dessus. Et celle-ci ne commence qu'à 5 000 € de plus que la Mazda 6, et il y a en plus une batterie un peu plus grosse. Donc, ouais, plutôt impressionné par ça. Pour le mouvement des sièges arrière, le déverrouillage avec ce bouton qu'il faut enfoncer, c'est pas l'idéal. Et là, tu vois, pas de position cargo ni rien, c'est juste rabattable ou fixe, c'est tout. Isofix à l'arrière, tu vois ces clips, aucun réglage supplémentaire. Voilà, ouais, en fait. Ah, il se replie, c'est intéressant. Donc dans la 6E, il bouge aussi. Il se replie. Sans doute la première fois que quelqu'un les enlève. Voilà, c'est bien sur les côtés extérieurs, donc il offre un confort supérieur à une berline de luxe. Au fait, si vous ne l'avez pas vu, l'espace pour les jambes au volant, énorme grâce à la position assise plus redressée. Et au fait, ce store électrique, je peux aussi l'activer depuis l'arrière. Voilà pour ce store quand il fait vraiment, vraiment chaud en été. Vous pouvez aussi fermer celui-là pour encore un peu plus de confort thermique et d'agrément. Voilà. Et en même temps, on peut aussi avancer complètement ce siège passager vers l'avant sans problème. Puis je peux te montrer comment on a cette espèce de position super chauffeur, rouvre aussi le toit. Ouais, il y a encore plus d'espace bien sûr quand il faut. Maintenant le coffre, 470 litres, et ici on l'a dans le style Porsche Macan avec ce bouton juste là. Assez large en bas, et on a cette couverture ici. Il y a aussi des rails à gauche et à droite. Cette valise tient à peine en dessous, mais ça marche quand même avec le trolley cabine là. Ensuite, on a ici environ peut-être exactement 1 mètre ou 40 pouces de large, puis aussi presque 1 mètre ou 40 pouces de long, et la hauteur typique, c'est 28 pouces ou 70 cm, donc en fait de bonne dimension, 470 litres ici. Et puis, tu peux aussi enlever celui-ci pour te montrer que tu peux plier les sièges d'ici. Il n'y a pas de déverrouillage à distance et, comme je l'ai dit, ces boutons à enfoncer, c'est pas mes préférés. Prenons-le comme ça. Aussi ici, tu dois, tu sais. Tu sais les rabattre un peu vers le bas. C'est plus joli avec le tissu. C'est peut-être la seule partie un peu faible de la qualité intérieure. Et là, la longueur de chargement,
Elle est de 73 pouces ou 1,85 m, donc véhicule très bien exploitable. En dessous, cette petite trappe au fait, voilà, il ne reste pas beaucoup de place, tu vois. Le câble de recharge serait plutôt à l'avant qu'à l'arrière. C'est très bien, je dirais vraiment que celui-ci coche pas mal de cases et il est vraiment pratique à utiliser au quotidien et assez fiable, oui. C'est vrai, genre aussi littéralement des cartons dans le coffre. Ouais, tu vois déjà un peu où ça va aller. Et maintenant, tu te demandes peut-être comment ils peuvent proposer ce véhicule à ce prix. C'est possible. En raison d'une co-entreprise avec Changan Automotive, constructeur automobile chinois, ils ont fait la même chose avec la Mazda 6e et ils ont la marque Depal là-bas en Chine et vendent, disons, une voiture similaire. Cependant, les ingénieurs en chef et aussi les designers ont réalisé un design maître extérieur et intérieur unique, ainsi que le réglage de la suspension, le réglage de la direction et aussi la sensation des freins. Et ils veulent y arriver parce qu'on est là, au fait, au centre de R&D de Mazda Europe. Il est à Oberursel, en Allemagne. Et c'est pour ça qu'ils sont aussi en Allemagne, ici, à prendre l'autobahn, pour pouvoir dire qu'ils veulent faire une voiture qui convienne aux clients européens. Voilà exactement ce qu'ils font ici, vraiment. Et c'est bien comme ça que ça doit marcher. Oui, ils utilisent la plateforme chinoise, ils bénéficient d'importantes économies d'échelle et c'est pas cher. Les coûts salariaux et de production faibles du marché chinois qu'ils adaptent ensuite au marché européen. C'est leur première étape avec la Mazda 6e et le CX-6e, vendus sous le nom EZ60 en Chine. Au fait, il est aussi vendu sous la marque Mazda, c'est très intéressant. La prochaine étape, dès 2028, sera une plateforme électrique Mazda dédiée, développée en interne. Quoi d'autre manque? Vous avez l'adaptateur V2L, la charge de 3,5 kW pour alimenter des appareils externes, une capacité de remorquage de 1,5 tonnes et un diamètre de braquage de 12,4 mètres. Alors, qu'obtenez-vous et qu'est-ce que vous n'obtenez pas? Vous n'avez pas un SUV axé performance et vous n'avez pas non plus le SUV avec la plus grande autonomie, mais compte tenu de ce que vous payez pour ce SUV, comme dit, 50 000 € est le prix d'entrée en Allemagne raisonnable pour ce marché. Et pourtant, la capacité de la batterie est plutôt bien calibrée pour ce genre de SUV, oui, par rapport aux concurrents. L'extérieur est superbe, l'intérieur aussi, la finition est remarquable. J'aime les cadrans classiques, mais l'affichage tête haute met tout dans le champ visuel. Et celui-ci offre vraiment un intérieur très luxueux, avec un confort incroyable à l'avant comme à l'arrière et aussi. Largement assez d'espace à bord. Donc, si vous acceptez des performances moyennes et que vous n'avez pas à rouler 600 km sans pause chaque jour, alors c'est vraiment conçu pour vous au quotidien et conviendra très bien. Les capacités de recharge rapide sont en fait plutôt bonnes, c'est une offre au rapport qualité-prix incroyable et ça pourrait clairement être un concurrent redoutable du Tesla Model Y. Et je pense que si on regarde le tout nouveau Mazda CX-5, puis qu'on regarde celui-ci ici, clairement, avec ce CX-6e, on en a vraiment plus. Pour son argent, encore bien plus de voitures et de valeur pour l'argent dépensé. C'est exactement ce que je voulais dire par rapport au CX-5 thermique. La seule chose, c'est t'as bien l'infrastructure de recharge. Tu peux recharger chez toi. Je dis toujours que si tu peux pas le faire pour l'instant, une voiture électrique n'est peut-être pas la meilleure option pour toi. Mais si tu as cette possibilité, ça peut aussi être une bonne porte d'entrée ou une bonne occasion de transition vraiment intéressante pour les clients du CX-5 jusqu'à présent. Ton avis, clients CX-5 doivent-ils passer à l'électrique? Rivalisent-ils avec la Tesla Model Y DivX? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Regardez aussi la Mazda 6e, sa berline. Ou la Tesla Model Y reste-t-elle aujourd'hui le SUV électrique le plus vendu? Vous prenez la Tesla quand même? Et voyez l'autre vidéo.